23h sur Europe 1, l'heure de notre rendez-vous, le moment où après le tumulte de la journée, on peut confier ce que l'on vit, ce que l'on ressent et le partager avec d'autres. Pendant 2 heures, la ligne est ouverte au 39 21. Jeanne et Paul vous y attendent, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous voulez nous faire part de vos remarques, de vos commentaires, de vos suggestions, vous avez les mails à votre disposition, europe1.fr, ainsi que les SMS au 7 39 21, en commençant vos messages par le mot nuit. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Charlotte. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous ai eu il y a quelques mois concernant ma relation avec mon amie. Bon, ouais. À l'époque, elle venait de se commencer et en fait, vous m'aviez, entre guillemets, conseillé d'arrêter cette histoire étant donné que lui n'était pas vraiment amoureux. Je suis un petit peu émue là. Ouais. Et au final, j'ai continué avec lui et à l'heure actuelle, voilà, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ah bah voyez, vous avez bien fait de pas m'écouter alors. Oui. Bon. Et la situation a évolué dans le bon sens, mais ouais. Depuis quelques temps. Enfin, j'imagine que si je vous ai dit ça, quand même, vous les aviez présenté les choses comme si lui n'était pas amoureux de vous, voyez, parce que voilà. Moi je suis pas devin, donc bon, je pouvais pas dire il est pas amoureux, quittez-le, hein. Oui. On avance rarement comme ça. Bon. Oui. Et donc là pour mon anniversaire, donc on a fêté ça ensemble au restaurant et si vous voulez, ça vient jamais de lui en fait. C'est toujours moi qui lui pose des questions. C'est pas quelqu'un qui exprime ses sentiments. C'est quelqu'un qui est plutôt qui garde plutôt les choses en lui. Donc certes, il est très attentionné, etc. Et en fait, notre relation stagne un peu parce que moi je voudrais plus. Je lui demande pas la lune, je lui demande juste comment dirais-je. Il envisage l'avenir avec moi. Mais en ce moment, là, depuis quelques mois, surtout depuis le début du mois de mai, il se consacre uniquement, enfin quasiment la plupart de son temps à son travail, qui lui prend énormément de temps, jusqu'à des fois 1h du matin. Et il est fils unique, donc il rentre souvent chez ses parents, donc j'ai très bien conscience qu'il a beaucoup de problèmes au boulot et tout. En ce moment, c'est une période un peu critique pour lui. Voilà, et pour moi aussi de mon côté. Et pourquoi voilà, pas pour les mêmes raisons? Non, pas du tout. Et donc voilà, j'ai l'impression que je sais plus trop où j'en suis dans cette relation. Parce que d'un côté il me dit oui, j'envisage qu'on soit ensemble, enfin qu'on s'installe ensemble, etc. Et quand je lui demande de me passer ses clés pour aller chez lui, il me dit non, t'es trop comment dirais-je, désordonnée et je ne veux pas. Après il change d'avis, etc. Et donc voilà, je sais plus trop où j'en suis. Sa priorité c'est le travail, certes. Mais c'est pas la même chose, hein, cela dit, par rapport à cette histoire de clés. D'emménager ensemble où là, ça sera un lieu commun et que d'avoir les clés pour aller chez lui. Peut-être que bon, chez lui, c'est un peu sa tanière. Il a besoin, si c'est un garçon ordonné, il a pas envie. Bon, il a peut-être pas envie, voilà, qu'on vienne mettre du bazar dans ses affaires. C'est pas forcément, voyez. Oui. Bon, cela dit, vous... Mais ce qui est problématique, c'est que voilà, enfin, là, il va encore dans sa famille ce week-end, et voilà, et il me dit, oui, ça m'embête, que je me mets à ta place et tout, mais bon, il dit des choses et en même temps, il fait le contraire. Vous comprenez, c'est... Mais il va voir ses parents tous les week-ends? Ben, en ce moment, enfin, comme il est pas très bien et tout... oui, il a quasiment tous ses ponts, il les a passés chez ses parents. Bon, parce qu'il va comme il est pas très bien, il est stressé par son travail? Oui. Et puis pour moi, je pense parce qu'il s'inquiète pour moi, mais... Et pourquoi il s'inquiète pour vous? Par quoi êtes-vous stressé? Qu'est-ce qui vous stresse, vous? Moi, c'est mes examens. Et puis j'ai mal géré mon traitement de médicamenteux, donc ça, je donnerai pas de... Pardon, vous avez fait une TS? Je vous entends pas parler bien dans une TS. Oui, voilà, je vous entends mieux, là, je vous perdais. Oui, j'ai mal géré mon traitement médicamenteux et du coup, j'ai fait une rechute. Et il y a eu plein d'événements anxiogènes autour de moi et ça fait seulement 2 jours que ça va bien. Attendez, une rechute de quoi? Excusez-moi. Je suis bipolaire, en fait. D'accord. Voilà. Bon. D'accord. Mais malgré tout, il m'a déjà connue en crise et il est resté, quoi.
Mais donc j'ai poussé un coup de... Et là, vous êtes dans une rechute dépressive? Plutôt maniaque, enfin les deux en même temps. Mais là, ça fait 2 jours que je suis vraiment stabilisée. Et d'accord. je me pose, enfin, vous voyez, après, je vais vous laisser parler, mais je me pose beaucoup de questions par rapport à cette relation. Voilà, Oui, mais en plus, bon, parce qu'en ce moment vous n'êtes pas bien, donc c'est pas dans ces périodes-là où on remet tout en question. Et puis c'est pas dans une période où vous vous sentez un peu fragile, où vous avez fait une rechute, mais bon, comme vous dites, vous avez revu votre médecin. Et les choses sont votre état est en train de se stabiliser, et où lui est dans un moment aussi difficile dans son travail, que vous allez le mettre au pied du mur et lui demander ce qu'il en est pour votre avenir. Oui, Donnez-vous un peu le temps à l'un à l'autre de passer cette phase un peu anxiogène, lui sur le plan de son travail et vous sur le plan de vos examens. Oui, parce qu'il y a aussi le fait de cette période d'examen qui vous angoisse et qui a pu déclencher cette rechute aussi, outre le fait que vous n'avez peut-être pas pris votre traitement comme il le fallait. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas bien et que vous êtes angoissé en ce moment, vous mettez tout à plat, mais vous avez une vision un peu déformée des choses. Oui, je pense, mais du coup, voilà, enfin, j'avais peur de lui dire tout ce que je vous dis à l'antenne, de peur de le perdre en fait. Parce que j'ai l'impression de beaucoup m'adapter à lui en fonction de ce qu'il est, et que lui fait pas beaucoup d'efforts, quoi. Là encore ce soir, il me disait oui, on se rattrapera. Ça fait 1 mois qu'il me dit on se rattrapera. Ça m'énerve, quoi. Bon, si ça ne fait qu'un mois, il peut avoir raison. C'est-à-dire que c'est un moment comme ça qui est compliqué, où il a besoin de mettre un coup de collier dans son travail. Il y a les vacances qui vont arriver. Vous avez prévu quelque chose ensemble ? Normalement oui, mais il sait même pas encore quand est-ce qu'il va prendre. Oui, parce que pour le moment, semble-t-il, il a le nez dans le guidon là. Oui, dans son travail. Qu'est-ce qu'il a ? Il a quelque chose à rendre ? Il a plein de missions en même temps et c'est difficile à gérer pour lui. Et puis bon, comme il travaille dans un milieu assez particulier, on lui met beaucoup de pression. Bon. Et puis... voyez, donc si lui, déjà, je comprends que ça soit un peu difficile pour vous, parce que d'autant... Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Certes, on passe tous les week-ends ensemble, donc ça c'est génial. Mais on n'a jamais pris de week-end ensemble en dehors de là où je vis. Et bon, le point positif, c'est que c'est sa relation la plus longue, également pour moi. Bon. Il a rencontré un peu ma famille, donc voilà. Mais Oui, et que par rapport aux inquiétudes que vous aviez, semble-t-il, puisque vous me dites que vous m'avez appelé il y a 2 ans pour me parler, vous veniez de le rencontrer, et à ce moment-là, vous deviez être assez inquiète, puisque vous me dites que je vous avais dit il n'est pas amoureux. C'était certainement par rapport à ce que vous me disiez de lui, voyez, à ce moment-là, et donc vous aviez peur que ça ne marche pas. Comme vous dites, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Donc c'est une longue histoire. Oui. Bon, alors après, c'est pas... vous pourrez peut-être même plus que passer des week-ends ensemble, puisque vous avez... je le vois la semaine aussi, mais bon, je le vois entre 22h et 9h du matin, quoi. Oui, mais bon, parce qu'il a un rythme de travail assez compliqué. Voilà. C'est pas... Vous voyez, il fait ce qu'il peut aussi. Ça va peut-être évoluer. Ça peut évoluer, ça. Il ne vous dit pas non quand vous parlez de votre désir de vivre avec lui? Non, il veut. Bon. Mais par contre, ça vient pas de lui, ça vient de moi. Il faut que je lui pose la question pour qu'il me... c'est-à-dire qu'on a un caractère complètement différent. Mais je pense qu'on est assez complémentaires. Oui, c'est possible. Ouais. Écoutez, vous êtes quand même ensemble depuis 2 ans. Hein. Oui. Mais là, si vous voulez, ne mettez pas un coup de pression au moment où vous n'êtes pas bien et où vous provoqueriez des choses que vous ne pourriez pas gérer après. Lui, il est pas bien en ce moment. Bon, s'il a besoin d'aller se reposer dans sa famille, c'est pas contre vous, c'est peut-être parce que là, il se ressource. Et si vous... Mais moi, j'ai du mal à le comprendre, ça. Et vous n'avez pas un lieu pour vous ressourcer Moi, ça va mieux. Donc, si j'ai des personnes de ma famille qui sont venues me voir et tout, parce que j'étais vraiment très mal. Et
Et comment il était, lui, quand il a vu que vous étiez pas bien Oui. là? Alors lui, il s'est beaucoup inquiété pour moi, donc j'ai essayé de le rassurer. Et dans le fait, dans son optique, comme il n'a pas de... Enfin, il a pas vraiment jamais eu de problème psychologique, il comprenait pas en fait. Donc je l'ai peut-être fait... Enfin, il m'a dit que c'était assez flippant de me voir comme ça, mais je lui ai fait comprendre ce que c'était exactement la bipolarité, les symptômes, et que c'était pas une question de volonté de ma part, c'est que voilà, je suis tombée à un instant T de ce mois de mai où j'ai pas été bien et... Allô? Oui, oui, je vous écoute. Et je pense que j'ai pas accepté le fait d'être mal jusqu'à ce que je pète un câble et pour justement protéger ma relation, j'ai essayé de minimiser la chose et voilà, parce que j'ai l'impression parfois aussi que je l'étouffe en fait. Même si je l'appelle pas, hein, c'est lui qui m'appelle le soir. J'envoie des textos et tout et peut-être que j'attends trop de choses de lui. Oui, peut-être. Peut-être, mais c'est bien que vous en soyez consciente. En Oui. tout cas, ou peut-être qu'il vous apaise ou qu'il vous apaise vos angoisses. Et c'est Oui, important d'un côté, que très finalement, protecteur. cette rechute, elle a cela de bénéfique que ça vous amène à prendre conscience qu'il faut vraiment vous occuper de vous, ne pas jouer avec votre traitement, vraiment respecter à la lettre ce qui vous est prescrit, parce que jouer avec votre traitement, c'est jouer avec votre humeur, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Ah bah oui, j'ai eu Et beaucoup après de être très disputes mal avec et mes où on peut amis mettre un peu de temps à stabiliser. Hein. Oui, oui, oui. J'ai eu des disputes avec mes amis, avec mes parents, et c'est une culpabilité, enfin, si vous voulez, c'est un cercle infernal, quoi. Mais bon, j'ai mes examens demain et je suis d'attaque. Parce que Demain, là, vous avez vos examens. Oui, oui. Bon. Mais voilà. Bon, alors, la priorité pour le moment, c'est C'est ça. C'est de passer vos examens, de vous concentrer là-dessus. Et n'allez pas trop dans toutes les directions, là. Parce que ça vous angoisse et ça mène à rien. Déjà, auparavant, il ne saviez pas que vous souffriez de troubles bipolaires, votre ami. Si, parce qu'il m'a déjà vu en crise et je lui ai dit assez rapidement. Vous voyez que c'est quand même un garçon qui vous aime, sur qui vous pouvez compter, même si évidemment on peut comprendre qu'il soit inquiet, surtout s'il connaissait pas ce qu'était la bipolarité, mais en même temps il est là, il est présent, il est soucieux par rapport à vous. Bon, c'est quelqu'un qui est investi dans votre histoire. Après, c'est pas au moment où l'autre, et surtout, les hommes, ils ont parfois du mal à faire plusieurs choses à la fois. Donc là, c'est son travail, c'est un jeune homme aussi. Il a quel âge, votre ami? 32 ans. Oui, bon, enfin, c'est un homme qui est en plein dans sa carrière. Voilà. Bon, c'est pas au moment où il a le plus la pression dans son boulot qu'il faut lui dire bon, et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? On part en week-end, Il faudra en parler quand ça sera un peu plus calme et dire j'ai aussi. Alors. Comment? Il faut le mettre. Vous m'entendez? Il faut le mettre de côté. Enfin, je veux dire, il faut, comme vous disiez, attendre que les choses se calment de notre côté. Un peu. C'est-à-dire que s'il sent que de votre côté, il peut le prendre comme un reproche, en tout cas qui vous rend pas heureuse, ou, vous voyez, ça va aussi lui mettre une pression. Il peut pas à un moment avoir de la pression dans son boulot, de la pression sur le plan personnel. Surtout que attendez-vous d'être un petit peu mieux, d'être un peu plus stable, de passer vos examens. Et puis après, vous verrez bien. Et là, vous pouvez déjà anticiper pour les vacances à venir. Dire, après ces derniers mois qui ont été fatigants, stressants, ça serait bien qu'on se prévoie des vacances tous les deux, qu'on puisse se retrouver et vraiment débrancher par rapport à nos difficultés. Ça, vous pouvez. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Et d'ailleurs, il savait pas encore quand est-ce qu'il allait poser de vacances, mais voilà. Mais il alors, a dit que oui, il serait prêt à. Bon, et quitte à ce que quand il vous donne, qu'il s'occupe des dates, qu'il vous donne des dates, et puis que vous vous occupiez des choses, ça peut aussi vous permettre d'avoir moins l'impression que les choses vous échappent. C'est-à-dire, il vous dit pas non, cet homme. Simplement, il est débordé, moi, dans ce que j'entends. Donc, il vous donne ses dates. Et après, vous pouvez réfléchir à une destination et quitte à ce qu'après, vous vous occupiez de mettre en place les choses, voyez. Mais est-ce que vous pensez que le fait, là, que j'en ai parlé un petit peu de notre évolution, est-ce que vous pensez que chez ses parents, enfin, c'est délicat parce que vous ne le connaissez pas, mais est-ce que vous pensez qu'ils puissent réfléchir ce week-end? Réfléchir à quoi? Nous, quoi.
Enfin, vous voyez, je suis angoissée. Charlotte, vous êtes tellement angoissée que vous mettez... C'est comme si il y avait quelque chose qui était en train de se jouer dans votre relation, d'essentiel. Oui. À mon avis, le week-end, il doit pas réfléchir, il doit décompresser. Oui, avec les semaines que vous décrivez qu'il a, cet homme. Ah oui, mais c'est infernal. Donc justement, s'il va chez ses parents, c'est où là il a un cadre rassurant, où il se retrouve quand il était jeune homme, il pouvait se laisser aller, les repas étaient faits, il n'avait pas de soucis matériels, on lui demandait rien, pas de contingence matérielle, il pouvait dormir et être pris en charge. Or, vous lui demandez, parce que vous n'êtes pas bien, de vous prendre en charge. Bon, déjà, c'est pas son rôle de vous prendre en charge. Oui. Et puis, en ce moment, lui-même, il a beaucoup de stress. Donc, ne mettez pas... Là, c'est comme si c'était un ultimatum. Est-ce que ce week-end, il doit réfléchir? Non, à mon avis, ce week-end, il va se reposer. Mais parce qu'il remet pas en question votre relation comme vous le faites. D'accord. Il faut que vous vous apaisiez, vous. Mais par exemple... Et que vous vous consacriez... Écoutez, Charlotte, demain, vous avez vos examens. C'est la priorité. Oui, bien sûr. D'accord ? Chaque chose en son temps. Remuez pas tout ça, là, ce soir, ça sert à rien. Je sais pas à quelle heure vous commencez vos examens demain. À quelle heure ? 8h30. Bon, alors 8h30, si vous pouvez, tardez pas trop, là, à vous coucher, à vous apaiser. Vous voyez, c'est pas le moment de décortiquer toute votre histoire, là. C'est plutôt le moment de vous reposer, dormir pour être fraîche et dispose à 8h30. Pour vos épreuves. Voilà, enfin, pour conclure, c'est un homme avec lequel j'ai beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Oui, mais je l'entends, mais il la remet pas en question, lui, ça. C'est simplement qu'il est dans une période de sa vie où, il a beaucoup de stress au boulot. C'est pas votre relation qui le remet en question. D'accord. Il n'est pas plus distant par rapport à vous. Il est plus distant parce qu'il a de la pression dans son travail. Donc c'est pas en étant sur lui en disant qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce que notre couple, quand est-ce qu'on s'engage, vous voyez, attendez un moment où il est plus disponible. D'accord. Prévoyez déjà des vacances ensemble. Écoutez, je vous remercie. S'il y a des auditeurs qui veulent m'appeler pour réagir à ça en dehors ou à l'antenne, qu'ils n'hésitent pas. Bien. Voilà. Reposez-vous bien, vous, et puis bonne chance pour vos examens. Au revoir, Charlotte. Au revoir, Caroline. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Camille. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai écouté avec grand intérêt votre émission avec Christophe Fourré sur le thème de la séparation. Oui, dimanche. Donc, je voulais vous faire part, de questionnements que j'ai. Je suis dans une quasi-rupture. Mon mari a quitté le domicile après 30 ans de vie commune. Et donc nous passions pour un couple fusionnel. Nous étions, je croyais, en tout cas, transparents l'un pour l'autre. Oui. Et puis, suite à une dépression, il est parti. J'entends parler de bipolarité, mais je crois que c'est quand même assez controversé. Tous les psys ne sont pas d'accord là-dessus. Sur quoi ? Sur la bipolarité ? Sur la bipolarité, oui. Ah si, oui. C'est une pathologie qui est bien reconnue. Pourquoi vous dites que c'est controversé ? Mon psychiatre est assez sceptique. Il me dit, m'a dit que c'était un truc à la mode américain. Ah oui, avant, si vous voulez, ça existe. On parlait de psychose maniaco-dépressive, et puis on a retiré le terme psychose parce que c'était pas adapté, si vous voulez. C'est-à-dire que les gens perdent pas pied avec la réalité, et donc on a changé la dénomination qui se correspond davantage à la réalité clinique. Et donc on parle aujourd'hui de troubles bipolaires, mais ça existe depuis très longtemps. Enfin, alors après que les gens l'utilisent un peu parfois à tort et à travers, comme lorsqu'un terme psy est vulgarisé, passe dans le grand public. Oui, ça arrive. C'est un peu comme avec les pervers narcissiques, où parfois il suffit que
un homme se comporte pas bien et du coup on va dire c'est un pervers narcissique alors que ça c'est pas, vous voyez, donc oui il y a des modes mais pour autant ça correspond à une réalité clinique bien précise. D'accord. Bon, en tout cas, peut-être qu'il est bipolaire parce qu'il y a des fois où il est particulièrement agressif dans les échanges, les rares échanges que nous avons, qui tournent autour de notre fils, qui est adolescent. Et il y a des fois où il est un petit peu plus calme, mais c'est vrai que, oui, son agressivité est liée aussi à une paranoïa. Tout ce qui vient de moi, c'est forcément contre lui. Mais bon, c'est surtout... mais s'il souffre de paranoïa, ça c'est plus préoccupant, oui. Oui, mais il avait pas eu de crise précédemment enfin, parce que ça fait 30 ans que vous vivez avec cet homme. Ça fait 30 ans, et c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, il avait décidé d'aller commencer à voir un psy parce qu'il disait qu'il avait un compte à régler avec son passé et puis la relation au père. Et donc, je pense aussi que la consommation de psychotropes, c'est peut-être pas le remède miracle. Bon, quand on passe 15 ans à consommer des médicaments comme ça, je comprends. Mais qu'est-ce qu'il prenait, des antidépresseurs ? Oui, des antidépresseurs, oui. Mais qui lui étaient prescrits par son médecin ? Oui, bien sûr, oui. Mais bon, je sais pas, est-ce qu'il y a des limites quand même à ça ? Parce que là, il en était vraiment, il était devenu, comment on dit, addicted, enfin dépendant, quoi. Hein. Et il ne pouvait pas s'en passer. Donc, oui, mais peut-être parce que réellement, il avait besoin aussi. Moi, je ne sais pas de quoi il souffrait. Il y a des. Enfin, normalement, ça se prend pas comme ça. On continue sur des années, mais il y a quelques cas où dès que les personnes arrêtent, elles récidivent. Donc, on peut le donner à faible dose. Oui. Bon, enfin, en tout cas, il avait quand même un terrain. C'est pas arrivé comme ça d'un coup. Oui. Et donc, suite à un séjour à l'étranger, quand nous sommes rentrés, il a fait une dépression. Donc, il n'allait plus à son travail. Il a passé des heures, je dirais, prostré, à ne pas parler, à fumer pas mal aussi, et à boire aussi, sans tomber dans... Mais bon, en tout cas plus que d'habitude. Hein. Et puis bon, petit à petit, il s'est détaché, il m'a ignoré, puis bon, jusqu'au moment où il m'a annoncé qu'il voulait divorcer et qu'il remettait tout en question et qu'il voulait vivre seul. Voilà. Et donc, il est parti, il a pris un autre appartement. Notre fils est ballotté, évidemment, comme pas mal d'enfants, hélas, entre deux maisons. Et il remet tout en question de tout ce qu'on a vécu. Mais vous, finalement, parce que, bon, vous me parlez de lui, bon, il est parti, mais comment vous vivez les choses ? Parce que ça n'avait pas l'air d'être simple non plus, la vie aux côtés de cet homme. Elle était pas simple parce que j'assumais beaucoup de choses, peut-être à tort d'ailleurs. Je l'ai déchargé de toutes les contingences matérielles. Je l'ai un peu trop protégé peut-être. Et il m'en a fait le reproche après, a posteriori, en me disant que je voulais le contrôle de tout, qu'il fallait faire les choses à ma manière, que j'étais psychorigide. Mais après tout, ça l'a bien arrangé, on va dire. Mais et vous, c'est-à-dire comment vous vivez cette histoire ? Parce que vivre auprès de quelqu'un qui est en dépression, qui parfois est agressif, comme ça, c'est assez déprimant aussi pour vous, je trouve, cette vie que vous avez menée. Donc, est-ce que finalement cette séparation, c'est quelque chose qui vous libère, ou est-ce que non, parce qu'il n'était pas agressif, pas vraiment agressif pendant qu'on était ensemble. C'est maintenant dans nos échanges où il y a des fois où il est particulièrement agressif, mais bon, évidemment, comme tous les couples au quotidien, c'était pas toujours facile, mais bon, j'assumais, j'avais la tête dans le guidon, je prenais tellement de choses en charge, et puis je me sentais dans un certain confort de familial. J'avais ma famille autour de moi, enfin lui, mon fils, et puis là tout à coup, ça a été terrible, ça m'a littéralement détruite. Et je ne comprends toujours pas, quoi. C'est ça.
je n'arrive pas à faire le deuil, je n'arrive pas à comprendre. Bon, évidemment, il faut comprendre peut-être pour faire le deuil, comme disait le comprendre aide, sinon c'est vrai qu'on est un peu dans une sidération. Mais vous donnez des éléments de réponse. Votre mari va mal, il va mal depuis longtemps. Oui. Alors après, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il prend une décision? Est-ce parce qu'il a consulté? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il a bougé? Il vous dit pourquoi Non, il m'a seulement dit, ça y est, quoi, qu'il n'en pouvait plus, qu'il ne supportait plus cette maison. Alors, est-ce qu'il voulait dire qu'il ne me supportait plus, moi? Non, il l'a pas verbalisé comme ça, en tout cas. Il n'est pas en thérapie, votre mari? Il est toujours en thérapie, oui. Enfin, toujours. C'est-à-dire depuis combien de temps? Depuis 15 ans. Donc, depuis 15 ans, il est suivi par un psy et il prend ses psychotropes. Non, mais d'accord, il ne prend pas qu'un traitement, il a aussi une psychothérapie en parallèle. Oui. Mais tout ça ne dit pas pourquoi il a décidé de partir au bout de 15 ans. Oui, non. Non, donc, parce que la vie, il y avait quelque chose où il règle des comptes visiblement aussi avec son histoire passée. Bon. Oui, alors c'est ce que je lui ai dit. Mais vous aviez une vie, ce que je veux dire par là, c'est que oui, vous aviez une image de famille, de couple et autres, mais votre vie était quand même très particulière, organisée, parce que vous le ménagiez, vous le protégiez de toutes les contingences matérielles, mais vous, en tant que femme, vous étiez où? Qu'est-ce que, vous voyez, vous aviez organisé une vie sociale, une vie où vous étiez, marié, en couple, un enfant. Il y avait quelque chose de rassurant, je comprends, dans cette image sociale. Mais vous, vous en tant que personne. En tant que personne, donc, je m'éclatais dans mon travail professionnellement, dans ma vie associative, d'ailleurs où il m'a toujours suivi pour m'en faire aujourd'hui le reproche que je n'étais pas assez présente pour lui, que je m'occupais trop des autres, ce qui est bizarre parce que vraiment il m'a toujours suivi et même encouragé dans ce que j'entreprenais, des actions humanitaires, etc. Et là il fait table rase de tout ça. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est je veux vivre seule, je veux être seule, je n'ai jamais vécu seule, voilà, et j'ai envie de changer de vie, voilà. Et ça ne me satisfait pas, quoi, comme réponse, quoi, parce que Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Parce que c'est aussi un peu la question. On n'a jamais les réponses que l'on souhaiterait avoir, vous savez. Oui. Jamais. Oui. Il vous en donne quand même des réponses. Il ne reste pas dans un refus de réponse. Mais c'est quelqu'un qui parlait très peu, qui n'a jamais exprimé des choses et qui tout à coup se met à exprimer des choses. C'est assez surprenant, je lui ai dit. Mais... Oui, il sort peut-être justement de cette passivité, de cette inertie qui... Vous y avez trouvé votre compte dans cette histoire, ça que vous étiez arrangé, vous aviez trouvé un équilibre dans ce déséquilibre. Oui. Où comme vous aimez prendre en charge, vous étiez organisé, comme vous dites, vous éclatiez dans votre vie professionnelle, dans votre vie associative, vous vous occupez des autres, vous occupiez de votre mari. Donc vous vous retrouvez un peu perdu parce que il était là très dépendant finalement. Et ce qu'il vous dit aujourd'hui, c'est qu'il veut apprendre à vivre seul. Bon. Mais c'est quelque chose qu'il règle de son histoire, au-delà de votre histoire de couple aussi. Hein. Les racines, elles sont plus profondes. Oui. Vous dites qu'il a des choses à régler. Bon. Mais maintenant, vous, peut-être que c'est l'occasion aussi pour vous, au-delà du déséquilibre, hein, évidemment, et du fait que vos repères vacillent, parce qu'on passe pas comme ça 30 ans avec quelqu'un et du jour au lendemain, il faut apprivoiser cette solitude, le fait que vous vous retrouvez face à vous-même, vous avez votre fils et votre activité professionnelle, vos activités associatives, mais plus dans ce couple, on s'y fait pas du jour au lendemain. Mais peut-être que vous allez aussi vous définir autrement. Mais c'est vrai que je n'ai jamais pu concevoir ma vie sans lui. Comme je lui ai dit, je ne me voyais pas vivre autrement qu'auprès de lui. Et qu'est-ce qu'il vous apportait, lui ? Une certaine sécurité, de la. Pourtant, ce que vous décrivez, il n'était pas sécurisant, dans ce que vous décrivez. Oui, c'est
c'était l'impression que j'en avais ou que je voulais bien me donner, je ne sais pas. Mais c'est vrai que oui, c'est intéressant parce qu'on peut dire on avait l'impression que c'était vous qui preniez tout en charge, qui était plutôt dans cette démarche rassurante, et là vous dites qui rassurait l'autre. Oui. Ah oui, parce que quand il est parti, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie, quoi, toute seule, et je me suis vraiment sentie vous occupez perdue. de vous peut-être. Oui, c'est vrai que parce que finalement, dans ce que vous dites, vous vous occupez beaucoup des autres, mais c'est peut-être plus compliqué de vous occuper de vous. Oui. Mais bon, se retrouver face à soi-même, c'est pas évident non plus. C'est pas évident. Mais est-ce que vous l'étiez pas déjà un peu au-delà de cette de l'apparence des choses, enfin où vous preniez tout en charge justement. Vous dites c'était un homme qui parlait peu. Oui. Est-ce que dans ce coup, vous n'étiez pas déjà un peu seule? Peut-être. Je ne sais pas. Non, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Bon, d'être seule pour assumer les choses, etc. Quelquefois, je trouvais que je n'avais plus les épaules assez larges, mais non, c'est vrai que sa présence avait quelque chose de rassurant, de savoir qu'il était là, quoi. Oui. Oui. Et en même temps, ce qui me donne comme explication, c'est tellement frustrant parce que je ne peux pas accepter ça comme étant la raison, quoi. Je veux être seule, je veux passer à autre chose. Et puis il vous dit qu'il veut apprendre à vivre seul. C'est-à-dire comme s'il parlait toujours d'un lien de dépendance, peut-être. Oui. Et surtout, donc, puis c'est la maison. Il dit qu'il était angoissé de rentrer dans la maison, qu'il avait une boule au ventre, voilà, que j'étais autoritaire avec mon fils, que j'étais pas détendue, que j'étais stressée, que je lui communiquais ce stress. Bon, de toute façon, il ne parlait pas, il ne disait rien, jusque-là ça lui convenait, et puis là, le fait qu'il est en thérapie, il remue tout, il fait tout remonter, et il vous accable comme si vous aviez tous les défauts. La réalité, elle est tout autre, c'est qu'à un moment, dans ce système, dans cette relation-là, il y avait quelque chose qui lui convenait très bien. Pendant 30 ans, ça lui a convenu. Donc, vous voyez, bon, il a beau jeu maintenant de tout remettre en question, mais il y a un moment, ça lui convenait. Peut-être qu'aussi, il vous avait placé dans un rôle qui était bien plus que celui de son épouse, où vous teniez, je trouve, un rôle un peu de mère, quand même. Mère, oui, tout à fait. De mère, alors quand il renvoie, quand il dit que vous étiez une mère autoritaire pour votre fils, c'est aussi une façon, peut-être, lui, de régler des comptes avec sa propre histoire d'enfant. Tout à fait, oui. Ça, enfin, quand c'est pas anodin de partir comme ça et dire, il part pas pour quelqu'un, il parle pour vivre, pour apprendre à être seul. Oui. Alors vous, ce rôle-là, vous convenez parce que vous aimez prendre en charge, vous aimez, bon, tout était organisé de cette façon-là, mais je sens pas quelque chose de très dans ce qui se passait, pardonnez-moi, mais dans votre couple, de très vivant, de très vibrant, de très, vous voyez. Oui, pourtant, c'était quelque chose de bon. On sentait la force de l'habitude. Oui, pourtant, on avait moi j'avais ce sentiment, en tout cas, de fusion, de complicité. On était toujours partants dans nos projets ensemble. Là, oui, mais dans la fusion, je vais vous dire, c'est difficile d'exister dans la fusion. Donc souvent dans la fusion, il y en a un qui s'efface au profit de l'autre. Oui. Et ce qui est douloureux pour vous, c'est que lui, il défusionne. Il a défusionné brutalement. Oui. Et sans avoir pu en parler, sans avoir pu faire évoluer votre relation, il ne la fait pas évoluer, il dit qu'il veut être seul. Donc évidemment, vous vous sentez perdu. Mais c'est peut-être aussi, au-delà de cette épreuve-là que vous vivez, une façon pour vous d'exister en dehors de ça, de cette fusion. Vous retrouvez vous. Oui. Mais c'est un processus douloureux quand même. Mais faites-vous aider de votre côté si vous pensez que ça peut vous faire du bien. Ça peut être aussi une façon pour vous de voir un peu comment ça peut évoluer, comment vous pouvez évoluer aussi. Autrement, peut-être qu'en prenant en charge comme ça. Oui. Mais de notre côté, le fait qu'il soit très orgueilleux
est-ce que j'ai du mal à me satisfaire de ces raisons, quoi. Parce que... Mais ces raisons sont les siennes. Oui. Et si vous voulez, à un moment, il va falloir, vous, Camille, que vous alliez au-delà des raisons qu'il vous donne pour que vous avanciez, vous. Oui, oui. Et là, je vois aussi les dégâts que cela fait sur mon fils. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que je devrais le faire suivre par un psychothérapeute ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a, votre fils ? Parce que là, il est en échec scolaire, là, cette année. Et complètement introverti. Déjà, c'était un timide, mais là, c'est... Et bon, et puis il est assez agressif avec moi, je le lui fais remarquer. Alors, je ne sais pas si... Il a quel âge ? Il a 15 ans. Alors, en pleine adolescence, c'est sûr que c'est pas facile. Oui, c'est un peu normal aussi, qu'il soit... Bon, est-ce qu'il a des amis ? Oui, il a des amis, oui. Bon. Il a des amis, oui. Donc, il est pas si timide que ça. Il arrive à se construire des copains. Il a des copains, il a des relations. Oui, bon. Oui, mais je m'inquiète pour lui quand même. Mais allez parler, vous, déjà. Oui. Parce que votre inquiétude pour les autres, c'est une façon aussi de ne pas vous occuper de vous. Oui. Or, vous, actuellement, vous êtes désemparé, ça peut se comprendre. On ne perd pas un compagnon de vie de 30 ans, même comme ça. C'est comme si vous vous sentiez sans plus d'utilité. Oui. Vous savez pas, oui, mais c'est redonner du sens, vous, à votre existence qui est important. Et comment faire le deuil, donc, de ça ? Faut-il faire le deuil de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais c'est fini sans être fini, parce qu'il a commencé une procédure de divorce, et puis après il s'est rétracté, il me dit je la mets en stand-by. Donc c'est ça aussi, c'est être dans l'entre-deux, là, c'est pas évident non plus. Oui, mais vous ne vivez plus ensemble, il ne se passe plus rien entre vous. Non. D'accord. Il a quitté le domicile, il vit de son côté. Vous êtes en lien par rapport à votre fils. Oui, tout à fait. Donc il a quand même acté la séparation. Oui. Et en général, c'est sans retour, ce genre de décision. Je ne sais pas, ça je peux pas vous répondre. Je ne sais pas parce qu'il y a quelque chose qui complique la donne, c'est la personnalité de votre mari avec quand même derrière des troubles que je n'arrive pas à définir. Vous parlez de bipolarité, de dépression, de paranoïa, vous voyez. Je ne sais pas ce qu'il en est, donc c'est sûr que si c'est un moment je ne sais pas si ça correspond de quoi il souffre véritablement, si ça peut correspondre à un moment de crise existentielle et qui peut revenir. Lui seul le sait, mais vous, s'il revient et que vous reprenez le même type de relation, vous pensez que ça ira ? Oui, non. Je suis pas sûre. On sort pas de la fusion, on défusionne pas pour reprendre la fusion comme si de rien n'était. Donc de toute façon, il serait important que vous, de votre côté, vous puissiez un peu avancer, évoluer, et vous verrez bien, peut-être qu'à ce moment-là, même s'il en revenait, ça serait vous qui n'auriez pas envie de le reprendre. On ne sait pas. Donc peut-être vous... allez voir quelqu'un, vous faire aider à traverser ça, voir comment vous pouvez envisager votre avenir, votre vie différemment, peut-être sans lui. Lui, mais en tant que père de votre fils, mais ça pourrait vous aider sans emporter entièrement la responsabilité, parce que là il vous charge de tous les maux, mais de son impuissance aussi, c'est-à-dire qu'à un moment ça lui a convenu cette situation, ça il l'oublie. Donc vous étiez trouvé bien dans cette fusion où vous portiez tout. Lui il a, peut-être que c'est au contraire un moment où il va mieux, peut-être, paradoxalement, et où il a envie de vivre un peu sa vie, de décider, de s'affirmer, ce qu'il ne parvenait pas à faire jusqu'à présent, ce qu'il n'en ressentait pas le besoin, peut-être. Je ne sais pas, je ne peux pas, je n'ai que votre point de vue. Oui. Voilà. Mais de notre côté, là, il ne paraît pas du tout épanoui, quoi. Je sais que quand je l'ai rencontré il y a 30 ans, il se rongeait énormément les ongles, et pendant 30 ans, il ne s'est plus rongé les ongles, et à nouveau... c'est un signe comme un autre. Ce qui vaut, il peut être anxieux, mais sans pour autant, très mal, je ne sais pas.
Il se rongeait plus les ongles, enfin, il prenait des psychotropes, il allait voir son psy, donc il n'était pas forcément très bien non plus. C'est ça, vous dites, il y a un très grand paradoxe dans votre façon de décrire ce que vous ressentiez comme cette fusion, cette complicité, ce bien-être d'être ensemble, avec un mari qui allait très mal quand même. Hein. Comme si vous aviez occulté, mais peut-être que ça reposait aussi sur sa souffrance. Et que du coup, vous vous retrouvez, comme vous dites, face à vous-même, et vous êtes perdu. Oui, là je me... mais parce que ça vous interroge sur ce qu'a été votre relation, sur la place que vous y avez jouée, et ça peut valoir la peine d'être accompagné, de revisiter un petit peu ça, pour savoir comment vous allez avancer. D'accord ? Oui, très bien. Au revoir Camille. Merci bien. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi je vous appelais parce que j'ai, comme j'expliquais à votre collaboratrice, avec... Ah, je vous entends, vous m'appelez d'un portable et c'est assez haché un petit peu. Oui. Donc vous êtes avec votre femme depuis, pardon, j'ai pas entendu. Alors je suis marié avec elle depuis 2 ans. Oui. Il y aura 2 ans au mois de juillet. Oui. Mais en fait on se connaît et on vit ensemble depuis 14 ans. Et en fait plusieurs fois je l'ai surprise par une relation. Alors au début, ce que je croyais être une relation virtuelle. Alors une première fois, je suis tombé sur un mail où, par hasard, où son correspondant lui disait qu'il serait heureux de la voir et que après la fusion des esprits, ce serait la fusion des corps, etc. Bon, je suis tombé de haut, j'en ai parlé et j'ai pas réussi à la quitter. En fait, je voulais la quitter et mon problème, en fait, il est là. C'est que je veux à chaque fois la quitter et je n'y arrive pas. La deuxième fois, c'est pareil. Je suis tombé sur un mail où elle disait à quelqu'un dans une conversation, en fait, une historique de conversation où elle lui disait j'aimerais te voir. On s'était déjà vu. On avait fêté mon anniversaire comme il se doit. Enfin, des sous-entendus qui évoquaient des choses qui n'étaient pas claires. Donc à chaque fois, j'avais des suspicions et je lui en parlais. Elle me disait mais non, ça reste virtuel, ne t'inquiète pas. Et je voulais la quitter et j'y arrivais pas. Et là, dernièrement, il y a eu encore un épisode de ce genre où je suis tombé sur des messages et des mails parce que j'ai vu un changement de comportement. Donc là, j'ai commencé à surveiller un peu plus et j'ai eu confirmation. Donc je lui ai dit que j'avais découvert qu'elle entretenait une relation et pareil, même discours me disant non, ça reste virtuel, etc. Et donc j'ai encore une fois passé l'éponge et je lui ai dit écoute, si tu veux qu'on puisse avancer, il faut tout me dire. Je lui ai demandé si elle avait eu vraiment une relation plus aboutie avec quelqu'un et elle m'a répondu oui. Donc et moi je lui avais dit que j'avais besoin de savoir pour pouvoir avancer, mais ça a été pire que mieux et aujourd'hui je n'arrive pas à la quitter et je sais plus en fait comment faire, je sais pas comment faire. Si vous n'arrivez pas à la quitter, c'est que vous êtes attaché à elle, extrêmement attaché à elle, en colère. Oui, attaché, mais attaché, j'ai l'impression d'être comme je suis attaché à une sœur ou à une amie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus de sentiments amoureux. Enfin, je le sens plus comme ça. Ce qui me fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est mes enfants, parce que on a 2 enfants. Comment ça va se passer? Qui ont quel âge? Ils ont 4 ans et 6 ans. Oui, ils sont petits, oui. Oui, ils sont petits. Qu'est-ce qu'elle en dit, elle, de son côté, à chaque fois? Qu'est-ce qu'elle, quand vous avez découvert donc ces infidélités, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça?
Elle dit que c'est parce qu'elle se sent délaissée et qu'elle succombe au charme, ou en tout cas à ce que quelqu'un s'intéresse à elle. Elle dit que c'est parce qu'elle est dans des moments où elle est pas bien. Alors je me remets en question, je me dis c'est peut-être de ma faute, mais bon 4 fois, plus une fois où elle a franchi le pas, où elle m'a avoué avoir passé le cap de la relation sexuelle. Et Et quand vous dites, en fait c'est ça, c'est oui. Quand vous dites que vous vous sentez attaché à elle comme on peut l'être à une sœur, c'est-à-dire depuis quand éprouvez-vous ça? En fait, ça va vous paraître bizarre, mais depuis la dernière fois la 3e fois où j'ai découvert qu'elle entretenait une relation avec quelqu'un. Et alors ça va vous paraître bizarre, mais je l'avais demandé en mariage. C'est quelques mois avant le mariage où je me suis rendu compte qu'elle discutait avec cette personne. Et c'est à partir de là où finalement je suis allé jusqu'au mariage, mais en sachant qu'il n'y avait plus vraiment de sentiments. Mais ce qui est incroyable, c'est que vous soyez allé jusqu'au mariage alors que justement ça interroge là. Alors que vous la demandez en mariage, vous découvrez qu'elle entretient une relation même virtuelle avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous n'avez pas, vous n'êtes pas dit il faut qu'on parle, il faut qu'on voit quelque chose. Peut-être que ça remet en question cette demande en mariage. Mais oui, je pense que, alors je sais pas comment expliquer. Moi je l'analyse comme ça. C'est soit un manque de courage de ma part, que j'arrive pas à prendre les choses en main en disant stop, c'est tout, parce que j'ai peur de de comment ça va se passer et même elle, je suis pas convaincu qu'elle reste pas avec moi parce que ça l'arrange pas, que ça l'arrange d'être avec moi, et c'est une espèce de confort de vie et finalement de se séparer. Peut-être qu'elle aussi elle en a envie, mais qu'elle n'ose pas. Elle préfère rester comme ça. C'est plus simple en fait pour les enfants, pour tout ça. Mais vous ne voyez, bon, parce que vous ne, c'est pas comme si vous n'aviez plus de sentiments pour elle, amoureux, j'entends. Avant de découvrir les infidélités. C'est au moment où vous découvrez qu'elle a des SMS, qu'elle entretient des SMS avec d'autres hommes, que vous vous dites que vous ne l'aimez plus, en tout cas plus comme une amoureuse. Est-ce que c'est pas une façon de vous protéger parce que vous êtes extrêmement blessé de ces découvertes? Ah oui, non, mais j'en ai même pleuré. Oui. Quand elle m'a avoué qu'effectivement elle avait eu une relation sexuelle, alors c'était il y a 9 ans, mais quand elle me l'a expliqué, je me suis effondré comme quand j'ai perdu mes grands-parents, mais je me suis effondré de la même manière. Et c'est depuis ce temps-là où j'ai vraiment ce sentiment, j'ai perdu quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé, mais que pour finir, je fais semblant. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, c'est que là, j'ai l'impression que maintenant, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour pas qu'elle se retrouve pas à la rue, Oui, mais ça, vous pouvez bien le faire. C'est-à-dire que vous pouvez bien le faire en vous séparant d'elle. Et en faisant en sorte que elle se retrouve pas justement à la rue, et que la séparation se passe le mieux possible. Mais je pense que vous vous voilez un peu la face parce que c'est pas aussi simple que ça, Sébastien. Dans les faits, vous n'arrivez pas à vous séparer. C'est que je pense que vous êtes certainement beaucoup plus attaché que vous ne le dites. Mais oui, mais alors évidemment que c'est un problème que vous pouvez pas rester à plusieurs dans cette relation et que 4 fois ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais être un peu basique, mais il faut soit elle décide de continuer avec vous et de se donner les moyens pour que ça continue avec vous. Et qu'est-ce qui fait qu'elle se sentait délaissée et qu'elle avait besoin peut-être d'échanges qui au départ ne pouvaient être que virtuels avec d'autres hommes, mais qui lui disait elle sentait que d'autres personnes pensaient à elle, ça la valorisait, ça lui faisait du bien, et peut-être ça interroge votre relation à tous les deux. Parce que là, c'est sûr que rester comme vous le faites, mais en essayant de mettre de la distance pour pas souffrir et en la regardant comme si c'était une sœur ou autre, juste comme une cohabitation, elle de son côté, elle va continuer dans ces échanges-là. Vous allez l'espionner parce qu'en même temps vous l'espionnez. Vous pourriez vous désintéresser de ce qu'elle fait. Si c'était vraiment qu'une sœur, vous n'espionnerez pas ses SMS et ses mails.
Mais là, Or, vous cherchez à reprendre le contrôle. La discussion qu'on a eue dernièrement ensemble, c'est justement d'essayer de reconstruire, de dire bon allez maintenant on se dit tout, on essaye d'avancer. Alors ça part d'un bon sentiment, ce que vous me dites là, où elle me dit oui moi c'est bon, j'ai eu ma dose. Enfin voilà, elle part dans ce schéma-là. Bon, et vous? Mais moi j'en suis lassé. En fait j'ai pas l'impression. Je me dis que ça peut revenir à tout moment. J'ai plus confiance du tout. Bon, alors dans ces cas-là, quand même essayez. Moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute de couple, au moins, parce que seule là vous tournez en rond. Elle n'a pas envie de se séparer. Elle tient à vous et elle peut être tout à fait sincère quand elle vous dit ça. C'est-à-dire qu'à un moment, elle doutait, elle était perdue, elle se sentait peut-être moins aimée, moins bon. Et elle a eu besoin de se rassurer en ayant comme ça des échanges avec d'autres hommes. Et vous, pour moins souffrir, vous vous êtes dit comme si vous n'aviez plus de sentiments, comme si c'était plus votre femme, de sentiments amoureux. Mais dans les faits, vous réagissez comme quelqu'un qui a été, et ça se comprend, extrêmement blessé de tout ça. Donc si vous voulez donner une chance, parce que en même temps vous n'arrivez pas à vous séparer, si les choses étaient aussi simples que ça, si vous disiez bon c'est la mère de mes enfants, je vais faire en sorte que ça se passe le mieux possible par rapport à nos enfants, mais vous n'y arrivez pas, donc ça veut dire que essayez de donner une chance, d'aller voir quelqu'un, un tiers, pour vous aider à parler, à voir si vous pouvez à nouveau faire confiance. Et de quelle façon vous pouvez reconstruire une relation, ou peut-être, parce que c'est pas miraculeux non plus, une thérapie de couple, vous allez vous rendre compte que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose en vous qui a été trop blessé, trop meurtri, mais ça vous aiderait en tout cas à vous séparer sans trop vous déchirer, et c'est d'autant plus important, comme vous le dites, qu'il y a des enfants, et des enfants petits. Mais moi, en fait, là, il y a un élément nouveau depuis même pas une semaine, depuis deux, trois jours, depuis vendredi, en fait. Il y a un élément nouveau, c'est que par rapport au moment où c'est très récent, c'était il y a à peine 3 semaines, un mois, donc où j'ai découvert ça. Cette relation, donc et où elle m'a avoué avoir eu une relation sexuelle il y a quelque temps. Et à ce moment-là, elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas de travail. Elle arrive en fin de droit de chômage. Et je me voyais vraiment pas la laisser dans cette situation. Elle travaille aujourd'hui? Et là, elle a retrouvé un travail. Alors, c'est pas un CDI, c'est un CDD qui va peut-être se prolonger jusqu'au mois de juillet. Et peut-être. Et qu'est-ce que vous envisagez alors au vu de cet élément-là? Justement, c'est pour ça. Moi, je me laissais justement un mois pour voir comment ça évolue. Si mes sentiments, si j'arrive encore à lui faire confiance ou si... Non, mais honnêtement, ne comptez pas trop que sur vous et sur vous, parce que il y a quelque chose qui a été extrêmement meurtri en vous, et je pense que si vous voulez vraiment donner une chance, peut-être à cette histoire, et compte tenu du fait que vous avez 2 petits-enfants, ça peut en valoir la peine, allez en parler à un tiers. Si vous comptez que sur... On voit bien que vous avez du mal à faire confiance, et ça peut se comprendre, puisque ça s'est répété à plusieurs reprises, que malgré ses paroles, elle a recommencé. Donc, vous allez continuer, vous, à exercer un contrôle en surveillant. Donc, tout ça n'est pas propice à retrouver une confiance et à essayer de faire en sorte que votre relation démarre autrement. Donc, pourquoi pas vous donner... toutes les chances en allant consulter quelqu'un qui pourra vous aider, quelqu'un dont c'est le métier. Tous les deux, vous parlerez, vous, de la façon dont vous avez vécu les choses. C'est quand même pas anodin en découvrant que votre femme entretient des relations, même virtuelles, avec d'autres hommes. Bon, vous êtes quand même allé vous marier, mais vous mariez presque la corde au cou, en disant, bon voilà, vous revenez pas sur votre promesse, mais en vous disant, il y a quelque chose qui a été cassé à ce moment-là. Mais qui peut peut-être, elle va vous dire aussi des choses. Vous vous connaissez depuis longtemps aussi. Mais oui, on s'est connus jeunes. Vous vous êtes connus très jeunes. Bon, il y a peut-être, en même temps, vous avez quand même toutes ces années derrière vous. Ça vaut la peine. Mais ne comptez pas comme ça. Pourquoi ça serait... Misez aussi sur le fait quand même, Sébastien, c'est pas anodin que vous n'arriviez pas à la quitter. C'est que vous êtes partagés.
Mais non, si c'était aussi simple que ça, vous la quitteriez. Vous n'y arrivez pas, donc vous êtes attaché à elle. Il n'y aurait pas les enfants, je pense que... Oui, enfin ça, souvent, c'est un prétexte, les enfants. Parce qu'il y a le couple que vous formez en tant que parent, puis il y a le couple d'hommes et de femmes. Bon, donc vraiment, moi je vous conseille d'aller en parler, et puis vous verrez bien. Ouais. Parce que soit ça peut donner une chance à nouveau à votre histoire, soit vous permettre de vous séparer le mieux possible, et ce serait important vis-à-vis des enfants. Mais ne comptez pas sur le temps, voyez, le temps peut pourrir un peu la situation, et il y a eu déjà beaucoup de temps de passé là. Et donc, bon courage. Un thérapeute de couple ou un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple. Renseignez-vous auprès de vous, il y a des thérapeutes qui sont formés comme ça pour accueillir des couples. D'accord ? Bon courage Sébastien. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. C'est la deuxième heure de votre libre antenne et vous pouvez continuer à appeler le 3921 pour me parler de vous, et vous pouvez également à tout moment jusqu'à 1h vous manifester par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, ainsi que par mail sur le site europe1.fr. Un peu de musique et nous allons retrouver Marine après. Toutes vos confidences au 39 21, 34 centimes la minute. Alors, il y a dû y avoir un petit bug par SMS parce que je reçois des messages pour Charlotte qui était la toute première auditrice. Charlotte qui nous parlait de son compagnon qui actuellement avait beaucoup de travail et qui était un petit peu plus distant. Donc elle s'interrogeait sur leur relation. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Marc dit allez, du calme, Charlotte, il vous aime, ne lui mettez pas trop la pression, soyez patiente. Et puis un message aussi pour Camille qui nous parlait du départ de son mari après 30 ans de vie de couple. Et elle dit 30 ans c'est une vie, je comprends cette personne pour avoir aussi rompu au bout de 30 ans. C'est affreux de se retrouver seul sans la personne qu'on connaît par cœur. Oui, mais bien sûr, vous avez raison de dire c'est toute une vie et donc c'est très compliqué de se fabriquer de nouveaux repères. Mais en même temps, parfois, il y a quelque chose où il y a la force de l'habitude et quand il y a quelque chose comme ça qui vacille, on ne se perd pas forcément. On peut au contraire essayer de trouver là où est vraiment son désir, là où on était ensemble parfois par la force de l'habitude, mais il y avait plus grand chose de vivant. En tout cas, le mari n'allait pas bien dans cette histoire. D'ailleurs, c'est Feuille d'érable qui dit c'est peut-être tout simplement aussi son suivi thérapeutique qui l'a aidé à un moment à sortir de sa coquille et à s'affirmer. Bonsoir Marine. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien là ? Oui, très bien. Et très vous ? Bien, bonsoir. Oui, très bon. Bien aussi, merci. Voilà, moi j'ai découvert votre émission il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 mois. D'accord, de quelle façon ? Par hasard, complètement. Ouais. Bon. Je dormais pas, alors j'ai c'est formidable. Je suis toujours ravie quand j'apprends qu'il y a de nouveaux auditeurs comme ça. Et alors du coup, ça me replonge dans toutes les prises de tête à vous écouter, à écouter les auditeurs sur toutes les interrogations autour de la vie de couple, de l'amour, de... Pourquoi vous êtes en pleine interrogation là-dedans ? Ouais, je m'interroge beaucoup en fait sur ce qu'on cherche dans la relation amoureuse et tout ce qu'on y met, tout ce qu'on n'y met pas, tout ce qu'on rate, tout ce que voilà, c'est pas que je suis perdue du tout. Moi, je me suis séparée il y a presque 1 an. Oui. Et j'étais très contente de me séparer. Enfin, disons que ça a été un soulagement. Voilà, je vis ça très bien. Et puis finalement, je me dis aussi que cette expérience, plus les autres, plus celles qu'on peut avoir, finalement, quand je me suis installée avec mon mari, j'étais très jeune. Donc je me suis dit, après là, si j'avais été plus vieille, j'aurais jamais fait tout ça, je ne serais jamais installée avec lui, j'en choisirais un autre. Et puis, forte de mes expériences, je me dis aussi que chaque expérience construise, mais me font du mal aussi. Donc finalement, je me finis par être dans une espèce de stand-by, en me disant je bouge plus, je fais plus rien, de peur en fait de souffrir encore et encore et encore.
Mais les expériences que vous avez faites depuis votre séparation? Ouais, depuis, pendant, à la fin. En fait, Mais pourquoi qu'est-ce qui vous fait souffrir dans ces expériences-là? Le fait de finalement de se dire que ça va pas marcher. Donc soit c'est moi qui ai mal, soit c'est l'autre. Enfin, il y en a toujours un des deux qui souffre. Mais comment vous savez que ça va pas marcher? Pourquoi vous vous dites que ça va pas marcher? Quand on sait que c'est pas la bonne personne, on sait que ça va pas marcher. Au départ, oui, on sait pas. Comment on le sait? Dans ce qu'on ressent, dans la relation. Oui, mais en même temps, ça vous a pas empêché d'y aller. Donc c'est qu'au départ, vous aviez quand même une attirance, il y avait quelque chose qui vous plaisait. Oui. Vous avez entendu, justement, Christophe Forêt en parlait dimanche à propos de... il y avait une auditrice qui parlait de... Je crois que c'était Michael, qui avait rencontré quelqu'un après une séparation et qui avait... cet homme lui plaisait, mais elle avait très peur que ça ne marche pas. Et il disait changer le mot peur par je crois que ça va pas marcher. C'est-à-dire que c'est aussi toute une question de croyance. C'est vrai. Oui, parce que c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que vous faites des rencontres, ça veut dire qu'il y a quand même au départ eu une accroche avec certains. Il y avait un désir de qui vous attirait. Il y avait quelque chose qui vous plaisait. Et puis d'emblée vous vous dites c'est pas la bonne personne. Non, ça va pas marcher. En fait, on n'en sait rien. Non, c'est pas à ce moment-là. Je me dis c'est maintenant que je suis toute seule. Ça c'est différent. Que j'ai ce sentiment-là. Finalement, là, maintenant, oui, je me dis que finalement, je redoute, j'ai peur. D'office. Avant même de rencontrer quiconque, finalement. Et je me demande si c'est pas les expériences les expériences, en fait, les mauvaises expériences, peut-être. Moi, j'ai passé 25 ans avec mon mari et je me demande si cette histoire m'a pas abîmée. Voilà. On peut penser que c'est plus cette histoire-là qui vous a, est-ce que ça réveille peut-être qui vous fragilise, que les rencontres que vous ayez pu faire depuis, hein. Mais bon, vous seul pouvez le dire. Mais peut-être qu'à un moment vous vous êtes lancé à cœur perdu dans certaines histoires pour oublier justement votre histoire précédente et qu'aujourd'hui ça remonte à la surface. Qu'il y a des choses qui remontent à la surface et qu'est-ce qui vous aurait pu vous détruire, c'est un bien grand mot parce que vous êtes là quand même, hein, vous êtes là, vous avez pu y mettre un terme, mais qu'est-ce qui aurait pu vous faire du mal, vous abîmer? Ça a été les dernières années, il y a eu, je pense tout, si je fais le tour de toute l'histoire, c'était une relation assez passionnelle et donc avec beaucoup d'aspects, je dirais, négatifs au final quand je fais le bilan. Je trouve que ça a été, moi je me suis bien construite quand même, comme vous dites, je suis bien vivante, mais si je retrace un peu l'historique, c'était assez dur comme histoire, finalement. Et donc j'ai fini par me dire, il faut qu'on arrête, quoi. Ça devient. Et vous ressassez beaucoup? Vous ressassez beaucoup? Ouais, je trouve que je ressasse. Parce qu'au point de plus rien faire, Ouais, je trouve que disons que j'y pense tous les jours. Bon, vous devriez peut-être un peu en parler parce qu'on voit, même si c'est vous qui, on l'a évoqué dimanche à propos de la rupture, celui qui quitte, c'est compliqué aussi. Celui qui prend la décision de quitter. D'ailleurs, comme vous dites, vous avez peut-être pris cette décision parce que votre mari vous poussez à bout. C'est-à-dire que la décision qu'il n'arrivait pas à prendre, c'est peut-être vous qui l'avez prise, cette décision qu'il avait prise, mais alors qu'au fond, vous n'aviez pas tellement envie, mais c'est parce que la relation devenait invivable. Ouais. C'est exactement ça, ouais. Et ça vous fait peut-être souffrir encore aujourd'hui. Oui, parce que vous n'aviez plus le choix. C'était peut-être une question de survie psychique. Ouais, c'était ça. Si cette relation vous faisait mal. Ouais. Bon, et vous avez bien fait dans ces cas-là de partir. Mais en même temps, comme vous dites, il y a quelque chose qui ce qui vous rongeait, ce qui vous a poussé à prendre cette décision, c'est douloureux parce que finalement c'est vous qui en assumez les conséquences, où vous vous retrouvez dans une solitude, c'est jamais simple, avec des histoires où vous avez eu des rencontres et c'est bon signe, c'est qu'il y a quand même, vous voyez, vous aviez envie d'aller de l'avant, mais qui n'ont pas abouti. Donc aujourd'hui, oui, vous repartez sur votre passé, vous essayez aussi vous revenez sur ce qui
vous a fait souffrir. Donc peut-être, tant qu'à y revenir, autant vraiment en parler véritablement avec quelqu'un qui pourra vous aider à dépasser ce qui vous a fait souffrir. Je me dis, si c'est au prorata des années passées, il y a du boulot. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 25 ans d'analyse, Marie. Non, je ne ferai jamais. Non. Mais bon, c'est... Ouais, je suis très... Des fois, je me demande comment on peut vivre des trucs comme ça, quoi. À ce point-là? Ouais, j'ai vécu... Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait de la violence dans votre couple? Les derniers temps, c'était devenu assez violent verbalement, énormément. D'accord, oui. Il y avait les enfants qui étaient au milieu de tout ça, qui en ont pris plein la gueule aussi, quoi, forcément, parce qu'ils ont assisté à des choses fortes. Oui. Et des fois, en fait, j'ai l'impression que je suis imbibée de cette histoire, voilà. Et des fois, je me dégoûte presque d'avoir tenu aussi longtemps dans un climat aussi dur, quoi. Oui, mais ça peut faire ça, effectivement, quand on en sort, on prend conscience de la violence de ce qu'on vivait. Alors que quand on est dedans, malheureusement, ça peut faire partie d'un quotidien, d'une forme d'habitude où on ne mesure pas forcément l'impact que ça a sur notre psychisme. C'est souvent quand on en est sorti. C'est vrai. J'avais conscience quand même que c'était excessif, mais il fallait que je trouve la porte de sortie parce qu'il me mettait une telle pression que c'était pas facile. Oui, mais vous n'étiez à ce moment-là, vous savez, pour se protéger aussi, on peut essayer de pas trop penser. Parce que sinon, si on commence à penser, ça devient réellement invivable. Donc, on fait au jour le jour en essayant de mettre en place des mécanismes de défense. C'est inconscient, mais parfois même le déni. Essayer de se réfugier dans l'action, de se concentrer sur les enfants quand il y a des enfants. Enfin, on met des parades en place pour tenir. Parce que l'objectif, c'est de tenir et de pas s'effondrer. Surtout quand on a une famille et des enfants à élever. Et c'est aujourd'hui où vous vous retrouvez seul face à vous-même, où vous avez du temps pour penser, que ça vous revient. Parce qu'aussi, quand on est dans quelque chose de violent, et je parle pas de la violence physique, je parle d'une forme de violence morale, d'agression, ça peut un peu sidérer, ça empêche de penser. C'est vrai. On parle les coups, surtout. Les coups moraux, aussi. Oui, exactement, c'est ça. J'ai vécu en résistance pendant des années. Oui, donc on fait le dos rond, on attend, voilà. Ça m'a usé. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, ça use, ça laisse des traces et assez profondes. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal après d'avoir quand même de faire un petit travail sur soi avec l'aide de quelqu'un pour ne pas se laisser envahir par ça. Parce que ce qui est bon signe, c'est que vous vous êtes remise à penser, que toute votre élaboration psychique se remet en place, parce que vous vous retrouvez aussi. Vous avez du temps pour vous être dans un climat plus calme, enfin, vous voyez, là, apaisé, où il n'y a plus tout ce stress que vous subissiez. Donc, votre pensée, elle se remet à bien fonctionner. Mais ce faisant, évidemment, tout ce que vous avez stocké, emmagasiné, refait surface. Et donc, c'est dommage que ça vous entrave aujourd'hui dans votre vie et que ça vous empêche de profiter vraiment des bons moments et puis surtout de la vie qui vous reste à bâtir, parce que vous êtes jeune, Marine, vous avez quoi, 45 ans, 47 ans? Ouais. Oui, donc c'est aussi pouvoir envisager la vie que vous avez à construire aujourd'hui pour vous. C'est ce que dit Feuille d'érable, c'est une période de transition en solitaire, c'est donc faire quelque chose de cette expérience, c'est comme une construction intéressante à vivre avant une rencontre éventuelle. Mais vous pouvez aussi que vous soyez bien avec vous-même, parce que c'est important ça. Ça va, je me sens pas si mal, mais c'est quand même cette histoire-là qui vous encombre, qui revient en boomerang. C'est exactement le terme, ça m'encombre. J'aimerais bien faire table rase. Oui. Alors, vous n'allez pas en faire table rase parce que ça fait partie de vous, et ça contribue à ce que vous êtes aussi aujourd'hui. Tout à fait. Vous dites vous êtes une résistante, vous avez pu à un moment
sortir, dépasser ça aussi. Vous avez trouvé la force de réagir. Mais pour autant, pour que ça ne vous encombre pas trop et que ça vous empêche pas d'aller de l'avant, vous retrouviez un peu de légèreté, ça vaudrait la peine de pouvoir parler de ce que jusque-là vous n'avez fait que subir. Et je vous assure qu'en mettant en mots des situations vécues et qu'on vivait plus dans notre chair, dans notre âme, ça permet vraiment de les dépasser. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Je m'en débarrasserai. Oui. Oui, vous laisserez ça de côté, comme quelque chose qui a fait partie de votre vie et où tout n'est pas bon à jeter, parce que, bon, c'est ce qu'on dit, hein, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais que ça ne vous tire pas vers le passé. Ah ouais, c'est vrai. Bah, souvent, j'y pense, puis je me dis, oh là là, parce que j'ai déjà fait, justement, pendant toute cette période, j'allais voir quelqu'un pour, justement... pour trouver, en fait, mettre en place tout ça et m'en aller, etc. Et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Je savais plus trop quoi dire, j'avais pas mal déblayé. Mais bon, c'est vrai, j'étais pas dans la même situation. Non, c'est ça. Oui, là, vous sûrement d'autres choses à raconter. Certainement aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a quand même un recul qui s'est mis en place. Vous êtes plus au calme pour repenser à tout ça. Et pour du coup vraiment le mettre à distance. Mais on le met à distance quand on arrive sur des sensations, sur des émotions, sur des choses qui nous traversent, qui nous habitent. Quand on arrive à mettre des mots dessus, là on peut vraiment s'en détacher. Et faire en sorte que ça agisse moins, que ça soit moins traumatique, en le sens où notre énergie elle est aspirée, elle est comme aspirée. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vais faire comme vous dites à tout le monde, alors je vais aller voir un psy. Oh, je dis pas ça à tout le monde. Je dis pas ça à tout le monde parce que tout le monde n'a pas besoin d'aller voir un psy, mais je trouve qu'à un moment, quand on a, on a du mal à aimer, qu'on a du mal à travailler, qu'on n'est vraiment pas bien, il y a une souffrance qui est trop forte. Oui, je trouve dommage de pas se faire aider. Bah en fait, moi je sais pas, je peux pas dire que ce soit si lourd que ça. C'est juste, je me sens encrassée par ce truc, quoi, quelque part. Même si ça m'empêche pas de vivre, de rigoler, de sortir, de profiter de toutes les occasions quand même. Bon, donc c'est bien dommage. J'ai un espèce de fond. Oui. Je sais pas, boueux, je sais pas quel terme. Mais ça vaut le coup d'aller un peu remuer la boule. Ouais, c'est ce que je vais faire. Pour retrouver un peu quelque chose, voir à nouveau la lumière, quoi, après. Hein? Tout à fait, ouais. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir Marine. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Merci. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739 21 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Ekram. Ekram, bonsoir. Je vous entendais pas. Vous m'entendez? Oui, c'est un peu sourd. Je sais pas, c'est comme si vous étiez dans une grotte là. Vous parlez doucement, volontairement? En fait, je suis en maison d'enfant dans ma chambre, donc... donc vous faites en sorte de ne pas réveiller les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes dans votre chambre et ça va être compliqué. Non, je suis toute seule dans ma chambre. Je suis toute seule. D'accord. En maison d'enfant, c'est-à-dire quel âge avez-vous? 18 ans. D'accord. Et donc, vous vivez là depuis un moment? Depuis 9 mois. Oui. Donc déjà merci de m'avoir répondu. Je vous en prie. Et donc je vous explique ma situation. J'ai été je suis la seule fille d'une famille nombreuse, donc 4 garçons et la plus jeune, et donc d'origine marocaine. Et avec les problèmes qu'il y a eu beaucoup de problèmes de violence physique et morale. Oui. Donc j'ai eu un accrochage avec mon père dans la rue qui a fait qu'il y a eu un signalement, et donc je suis venue en maison d'enfant. Il y a 9 mois, là, vous avez eu, c'est ça, votre père dans la rue, s'en est pris à vous? Oui, parce qu'il m'a vu traverser la rue avec un garçon de ma classe. Oh là là. Donc, du coup... Oui, donc lui a imaginé une liaison... Oui, il a pas cherché à comprendre. Ouais. Donc il a commencé à me tirer par les cheveux, me traîner par terre, enfin voilà. Donc du coup, ça s'est terminé en signalement, et puis
puis là, j'ai signé un contrat majeur avec une éducatrice. Oui. Donc au départ, moi, je voulais pas partir de la maison, même s'il y avait la violence par rapport à ma mère. Bon, parce que ma mère est une femme qui est quand même très soumise et qui a très très peur. Elle-même, votre père peut être violent avec elle? Oui. Oui. Vous en avez parlé au moment vos éducateurs? Oui. Oui. Et c'est une personne qui est qui se renferme beaucoup, donc avec qui on peut pas parler. Moi, il n'y avait aucun dialogue de possible avec elle. Donc c'était quelqu'un qui souffrait beaucoup de me voir souffrir, mais qui pouvait rien faire pour moi. Oui. Et puis il y avait tellement de secrets dans cette famille. C'était pas là. Enfin, ce qui m'a poussée à partir, c'était pas forcément la violence physique, parce que bon, à côté, je manquais de rien. Il m'achetait tout ce que je voulais, tout ça. Mais c'était comme si c'était pour me faire taire par rapport à des choses plus graves que j'ai pu voir et que j'ai pu vivre avec mon père. Mais que je n'ai jamais osé lui dire. Donc ça s'est passé quand j'avais 13 ans. Je n'ai jamais osé lui dire clairement ce que... Donc on n'en a pas reparlé. Il sait très bien que je suis au courant et que voilà, il sait que j'ai vu ces choses-là et que ça allait me marquer. Donc ça m'a marqué. Et donc c'est la raison pour Votre laquelle... père sait que vous savez? C'est ça, mais vous n'en avez jamais reparlé ensemble? Non, jamais. Donc du coup, à partir de là, moi, pour me protéger par rapport à ce que j'ai vu, j'ai commencé à être très agressive, tout le temps sur la défensive, ce qui a déclenché cette violence-là. Donc quand j'ai eu 15 ans, donc ce qui a déclenché la violence, c'est que j'étais souvent insolente sur la défensive et il y avait je me braquais et j'arrivais pas à parler. Donc le fait de pas pouvoir dire les mots, j'étais tout le temps agressive. Ce qui fait que j'avais mes 4 frères qui me tombaient. Souvent, j'avais mes frères qui me tombaient dessus. Vous êtes la seule fille dans la famille? La seule fille est la plus jeune. Donc ensuite, quand il y a eu ce secret-là, voilà, quand ça s'est su, chacun de mes frères a fait un peu sa vie. Chacun d'eux, voilà, eux, chez nous, les hommes ont le droit de partir, mais pas les femmes. Donc ils sont partis, chacun a pris son appart, chacun a fait sa vie. Et puis moi, je me suis sentie un peu seule, donc et puis surtout de devoir porter ce secret, de pas pouvoir en parler. Et c'était même pas la violence qui m'avait poussée à partir. Donc j'ai tout balancé, je suis partie. Donc je suis partie, donc maintenant il y a 9 mois. Et donc souvent il m'arrive de retourner chez moi pour voir si ma mère va bien, si elle est toujours sous l'emprise de mon père, s'il y a un dialogue de possible, si je peux enfin lui dire ce qui m'a vraiment poussée à partir de la maison, si je peux vraiment dire ce qui ma vraie raison et puis surtout ce qui me fait le plus mal. Mais à chaque fois, je vois que c'est pas possible de lui parler et à chaque fois, je suis déçue. Donc, quand je rentre en maison d'enfant, je suis totalement détruite. Et donc, on me dit de ne pas y retourner, que c'est pas du tout la meilleure façon. Vous aimeriez pouvoir parler à votre mère, mais vous voyez qu'elle est... Oui, même si elle est certainement triste que vous ne soyez plus là, elle n'est pas en état de réagir. Elle subit trop, elle est trop soumise, trop passive, trop dominée. Et puis elle sait aussi ce que moi je sais, parce que quand j'étais chez moi pour me protéger, elle dormait avec moi dans le salon. Elle voulait pas que je dorme en haut, en face de la chambre à mon père. Elle me faisait dormir avec elle dans le salon. Mais il y avait un comportement incestueux de votre père vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de moi, pas directement, mais j'avais vu des choses et puis... Qui concernaient quelqu'un d'autre que vous? Qui concernait sa nièce, qui était ma cousine, avec qui on partageait la même chambre. Je vous entends plus très bien. Qui concernait votre cousine, d'accord. Bon. Qui était sa nièce. Mais votre mère, vous pensez en dormant avec vous, vous protéger? Vous pensez qu'elle était au courant? C'était sa façon de me protéger, mais sans me le dire, parce que comme je vous disais, il n'y avait pas de dialogue possible. Donc moi, de la voir souffrir, parce que souvent elle était en pleurs la nuit, et de ne pas pouvoir m'aider, de ne pas pouvoir faire ce que doit faire une mère, ça devait la tuer aussi. Donc moi, de la voir triste et de devoir moi aussi
faire comme les autres, me taire et ne rien faire et suivre le système, c'était plus possible. Donc c'est pour ça que je suis partie. Mais donc je suis partie en disant que pour moi l'excuse c'était la violence parce que bon ça avait été fait dans la rue donc le signalement donc c'était facile de toute façon, pour moi. Dans les faits, c'est pas oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais dans les faits, vous nous parlez de violence, Ekram, hein, parce que ce qui s'est passé entre votre père et votre cousine, on est aussi dans la violence. C'est la violence. Non, mais même si ça se passe sans violence, entre guillemets, c'est une violence d'imposer, voyez, des gestes sexuels à quelqu'un de plus jeune, un enfant de la même famille. On est dans la violence, même si ça se passe apparemment sans violence. Donc vous avez été placé, oui, parce que dans un contexte où on voit l'incohérence, c'est presque la folie des choses, c'est-à-dire que votre père vous croise dans la rue avec un garçon qui est un camarade de classe, et quand bien même d'ailleurs, ça serait votre amoureux. Vous êtes une jeune femme, vous êtes libre d'aimer un jeune homme. Ça n'a, vous voyez, c'est pas un délit ça. Alors que ce que fait votre père, c'est pas un délit, c'est un crime au regard de la loi. Hein. Donc on est dans quelque chose, c'est-à-dire que vous, subitement, vous deveniez coupable parce que vous étiez dans la rue en compagnie d'un garçon. Mais dans les faits, on voit bien que à l'intérieur de votre maison, il se passe des choses très graves et qui sont punies par la loi. C'est exactement ça. Et puis même, j'ai vu certaines choses. Et puis il y a eu aussi un moment où elle m'avait demandé de changer de place du lit, mais moi j'avais 13 ans, donc je savais pas. Et puis j'ai eu le droit aussi, voilà. Donc il s'est dit, elle va grandir, elle va oublier et tout ça. Mais ça, c'est une chose que j'ai jamais pu lui dire. On n'oublie pas ces choses-là. C'est pas possible d'oublier. Ce qui m'a marqué, c'est une chose que je n'ai jamais pu lui dire, que je n'ai jamais pu lui balancer et que j'ai jamais pu dire à personne. Est-ce que vous avez pu en parler avec justement suite à ce signalement? Vous êtes dans cette maison d'enfants. Est-ce que vos éducateurs, vous avez pu en parler, ou si vous êtes peut-être, on a dû vous proposer un suivi psychologique? La première fois où j'ai pu en parler, c'était ce soir, parce qu'en fait, mon père a débarqué ici. Donc il a débarqué ici et eux ils savaient pas, ils savaient, vous savez quand on est placé, il y a juste un dossier, il n'y a pas forcément tout de marqué, après c'est aux jeunes, surtout quand on est majeur, c'est aux jeunes de raconter son histoire. Oui. Donc moi ils savaient juste qu'il y avait de la violence et puis c'est tout. Donc du coup moi quand je l'ai vu, quand il m'a appelé aujourd'hui en me demandant de lui parler, il voulait me parler, donc moi j'ai eu peur, donc j'ai pas assumé, et du coup j'ai pas assumé mon rôle de majeur, je suis rentrée directement à la maison d'enfants et j'ai demandé à ce qu'on me protège. Donc, mais au contraire, vous avez très très bien réagi. Pourquoi dites-vous que vous n'avez pas assumé? Parce que c'est ce qu'on dit souvent quand t'es jeune majeur. Il faut pas. C'est ce qu'on dit souvent ici. J'ai eu l'impression de faire vivre ça à tout le monde et puis c'était plein d'émotions et puis. Une majeure, normalement, se protège toute seule. Je suis en contrat jeune majeur, donc j'ai pas à faire vivre ça. Non, mais attendez, là, votre père veut vous voir. Votre père, ça réveille toute l'angoisse, toute la peur, toute la terreur. Voilà. Et moi, où votre père peut se comporter en véritable tyran, donc où il est dans l'abus de pouvoir. Donc là, c'est au contraire que vous avez investi ce lieu où, si on vous a placé, même si vous êtes majeur et vous dites jeune majeur, vous avez 18 ans, si on vous a placé dans ce lieu-là, c'est pour être protégé. Or, vous avez très bien réagi. L'échange avec votre père, la soi-disant discussion, n'aurait rien donné, si ce n'est qu'il vous en aurait mis plein la tête, il vous aurait culpabilisé. Or, je veux dire, il y a eu une décision de justice qui fait qu'à un moment on vous a placé, parce qu'on considère que justement dans votre famille, il y a trop de problèmes et que vous ne pouvez pas être protégé. Et à 18 ans, on a encore, je vais vous dire, de toute façon, normalement, Ekram, on peut avoir besoin de ses parents. Et si ses parents sont défaillants, eh bien, on vit dans un pays où il y a des institutions qui protègent à la fois les mineurs, mais aussi les jeunes majeurs. Mais en plus, le pire, c'est que
j'ai pas voulu porter plainte, donc il n'y a pas eu de... Voilà, je suis partie, j'étais majeure, ça a été ma décision, je suis partie, et j'ai refusé de porter plainte contre mon père. Donc il n'y a rien eu du tout, donc il n'y a rien eu. C'est juste lui qui voulait discuter avec moi. Et moi, j'avais tellement peur de déraper et de dire ce que j'ai jamais pu dire. Je me sentais pas prête à cette Est-ce que ce soir vous avez pu en parler? Parce que vous me dites que ce soir vous avez pu en parler parce que oui, ça fait ressurgir beaucoup de peur en vous. Voilà, tout ce que vous avez caché, ce terrible secret. Donc ce soir vous l'avez pu l'évoquer avec vos éducateurs. Parce que moi, en fait, quand j'ai eu peur, au lieu de lui dire que je ne voulais pas le voir, je lui ai dit que je pouvais pas, que j'avais pas le droit de sortir. Oui, du coup, vous avez bien fait. Et donc l'éducatrice m'a dit tu n'as pas à nous mettre dans une situation pareille, tu as 18 ans, tu dois assumer, donc si tu dois le voir dehors, tu le vois dehors. Et là ça a explosé, j'étais en pleurs et je lui ai dit la vraie raison, donc je lui ai dit que ça me remontait comme mauvais souvenir. Parce que je lui ai dit peut-être que vous croyez que je suis placée ici juste pour violence, parce que c'est ce qu'on vous a dit, mais il y a ça. Enfin, voilà, du coup c'est important que vous ayez pu comme ça confier vraiment ce qui pesait tellement et ce qui vous faisait mal. Et l'éducatrice, comme ça, a compris, je comprends mieux, ses premières paroles où elle vous a dit que normalement vous deviez assumer, pas mettre l'institution en avant, mais quand elle a pu mesurer à quel point vous étiez dans un état de terreur, parce que à ce moment-là, votre père, ce qu'il a commis, ses actes vis-à-vis de votre cousine, tout est remonté à la surface. Donc vous étiez véritablement terrorisé. Mais c'est bien parce que... Donc du coup, c'est remonté et ça a déclenché tout ça. Et j'ai parlé, donc j'ai explosé, je lui ai tout dit. Bon. Et donc le truc, c'est qu'elle me dit qu'il faut que j'attende d'être prête pour pouvoir le confronter, pouvoir être confrontée à lui. Elle a raison. Et dire simplement ce que j'ai à dire, mais du coup, moi, de le savoir, de voir qu'il peut venir n'importe quand ici, ça fait quand même peur. Parce que non, il ne peut pas venir n'importe quand. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez de votre peur et de votre souhait de ne pas le voir, on peut très bien lui dire qu'il n'a pas à venir. C'est ce qu'il il est tellement malin. Ensuite, il est peut-être très malin, mais il est pas. Il leur a dit, moi je voulais la voir. Et crame. De l'argent. Oui, mais vous aviez occulté une partie de ce que vous aviez vécu et une partie qui fait que votre père peut être poursuivi. Parce que ce qu'il a commis, au regard de la loi, c'est soit ça relève du délit ou d'un crime. Donc votre père, il est peut-être très malin, mais il n'est pas au-dessus des lois. Donc dans la famille, il peut se croire tout puissant et au-dessus des lois, mais il n'est pas au-dessus des lois. Donc si vous avez été placé dans ce centre, c'est bien pour vous protéger. Parce qu'à un moment, on a estimé que votre père n'avait pas à vous violenter comme il l'a fait. Et à ce moment-là, on ne savait pas que en plus des violences physiques, il y a eu des violences sexuelles. Ça, il peut être traduit devant un tribunal pour ça. Donc, vous voyez, votre père, non. C'est-à-dire qu'il est tout puissant parce que dans votre famille, il prenait cette place-là. Mais dans la société, il n'est pas tout puissant. Bon, mais écoutez, moi, je pense maintenant, c'est important, là. Je comprends votre émotion, ça vient de se passer ce soir, mais vous allez en reparler demain et dans les jours qui viennent à tête reposée. Et pour le moment, c'est important. Dites-vous que vous êtes dans un endroit protégé où vous allez avoir des équipes, que ce soit les éducateurs, un psychologue qui va s'occuper de vous. Et effectivement, comme ils vous l'ont dit, quand vous serez prête, vous pourrez parler. Et ça permettra aussi, peut-être par rapport à votre mère, de faire un travail au sein de votre famille. C'est-à-dire que jusque-là, quand vous rentriez, où vous étiez terriblement triste et angoissé parce que vous aviez ce secret terrible qui vous hantait, dont vous ne pouviez pas parler, parce que vous étiez tenu comme ça, finalement, c'est une bonne chose que votre père ait voulu, en se croyant plus fort, forcer un peu les portes et prétexter venir vous voir, certainement pour vous intimider ou parce qu'il a peur aussi que vous parliez. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui échappe là. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où on protège les mineurs et où on ne peut pas faire n'importe quoi. Les mineurs et les jeunes majeurs.
Parce que de toute façon, il a toujours fait ça pour que je garde le silence, me donner de l'argent, m'acheter des choses. Et là, il a donné des sous à mon éducatrice en lui disant, je sais pas fait pour lui donner ça. Oui, donc, mais on ne peut plus vous acheter comme ça. Elle m'a dit, j'ai jamais vu un père amener des sous à une jeune enfant. Donc t'as quand même ton père qui t'amène des sous, qui ci, que ça. Oui, mais enfin elle a bien dû se rendre compte à côté qu'elle était un peu, à côté. Comme quoi, il faut se méfier puisqu'on sait qu'il y a des pères et des pères incestueux qui font des cadeaux, qui achètent comme ça le silence. Bon, c'est important, Ikram, là, que vous dormiez un peu, que vous vous reposiez après cette soirée difficile. Et puis, bon, l'équipe va se réunir, et vous pourrez en reparler avec les éducateurs qui s'occupent de vous et avec le psychologue qui vous suit. D'accord ? Ok. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Au revoir, Ikram. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Philippe. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai été très touché par la personne qui parlait d'une relation de frère à sœur. Parce que Sébastien. Oui, voilà. Ouais. Parce que c'est ce que j'ai vécu pendant 15 ans avec une ex-compagne. Je l'ai propulsée dans la vie professionnelle en lui faisant faire notamment une grande école qu'elle n'aurait jamais faite seule. Et bon, on a vécu 15 ans avec un pacte, sachant que je vivais ma vie, elle vivait la sienne. J'ai eu beaucoup de maîtresses, elle le savait. Ça a duré 15 ans, je savais bien que ça prendrait fin un jour, ça a pris fin, ce qui était normal. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps, j'ai été licencié, pas pour faute, mais bon, la boîte a fermé. J'ai perdu ma mère. En même temps, je me suis retrouvé seul, sans famille. Et après, la crise est arrivée. Je me suis retrouvé finalement, au bout de 2 ans, à la rue. 18 mois à vivre dans un garage sans rien, sans eau, sans électricité. Donc, elle ne sait pas tout ça, bien sûr. Et voilà, j'ai perdu à la fois ma compagne, mais en même temps ma sœur, parce qu'elle était fille unique, moi fils unique. Et on avait une sorte de relation frère-sœur, d'entraide. Moi plutôt le grand frère. Et j'ai perdu ma compagne de vie, mais en même temps ma sœur. Et je me demande si je dois reprendre contact avec elle, sans souhait de vie commune, mais plutôt comme relation frère-sœur, parce que j'ai perdu en même temps ma sœur. Voilà, c'est... Oui. Bon. Quand vous dites d'ailleurs, j'ai pas compris comment vous avez, parce qu'il y a eu une accumulation entre votre travail, la relation, mais comment s'est arrêtée cette relation ? Vous avez rompu, d'accord, mais qui a décidé de rompre ? Comment, dans quel contexte ? Disons que elle m'a dit qu'elle voulait rompre avant, mais que comme ma mère était décédée, elle avait attendu, elle ne l'avait pas fait. Elle m'a dit ça bien sûr après, mais bon, elle est devenue de plus en plus infernale suite à mon licenciement, et moi j'ai précipité les choses parce que l'urgence était là, j'avais d'autres préoccupations, et il fallait bien que les choses se décantent rapidement. Je l'ai connue vierge et donc je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, elle voudrait vivre autre chose. Mais au-delà du fait qu'elle était vierge quand vous l'avez rencontrée, c'est surtout votre relation qui interroge. Vous dites vous-même, d'ailleurs vous voulez retrouver la sœur, pas l'amante, oui. C'est la sœur, mais ce qui vous convenait à un moment à vous aviez établi les choses sur ce plan-là. Bon, vous aviez une relation complice, tendre, fraternelle, et vous aviez une vie sexuelle en dehors. Bon, ça vous convenait, mais si à un moment elle est partie, c'est peut-être parce que justement aussi cette relation-là ne lui convenait plus. Le fait d'être votre sœur, mais pas votre femme, votre maîtresse. Vous voyez, elle pouvait vouloir autre chose. Oui, donc aujourd'hui, c'est une façon de répondre, si vous voulez, à votre question. C'est-à-dire que vous, ce lien amical,
tendre que vous aviez avec elle vous manque, et d'autant plus que vous avez traversé, vous avez vécu là des choses extrêmement difficiles, donc vous vous tournez vers ce qui était plus doux, enfin vers. Mais vous pouvez, bien évidemment, rien ne vous empêche de la recontacter, mais quel sens ça a aujourd'hui vous la recontacteriez pour lui proposer une relation amicale, si je comprends bien. Oui, tout à fait, oui. Pour ne pas rompre ce lien, puisque elle est fille unique, moi, fils unique. Et oui, mais attendez, ça c'est votre histoire. Ça c'est votre histoire. Vous pouvez vous trouver d'autres amis. À la limite, mais en étant enfant unique, vous pouvez vous trouver d'autres amis. Là, vous voulez renouer vers elle avec le risque qu'elle ne soit pas du tout dans la même disposition d'esprit que vous. C'est-à-dire elle peut très bien dire, elle a vécu ce qu'elle a vécu avec vous, mais aujourd'hui ne pas vouloir être amie avec vous. Parce que peut-être, je ne sais pas, elle est passée à autre chose, parce qu'elle a un nouvel homme dans sa vie qui la comble, parce que, vous voyez, ou, peut-être qu'elle va dire, oui, ok, je peux te proposer une relation d'amitié, mais vous êtes différents. Il faut quand même l'entendre, ça. Oui, donc c'est un peu, N'oubliez pas que c'est elle qui a mis un terme à la relation, hein. Parce que ça veut dire que cette relation-là ne lui convenait pas. Oui, ne lui convenait plus. Voilà, exactement. Oui, ce que je comprends tout à fait, oui. Ce qui était prévisible de tout à fait, et que j'avais prévu, bien sûr. Je pensais pas que tout allait se passer en cascade derrière, mais j'aurais bien aimé qu'elle sache ce qui s'est produit ensuite, puisqu'elle a pensé, au moment où cela s'est fait, que j'étais à l'abri du besoin. Or, oui, mais c'est comme si vous voyiez en elle une famille, cette famille, une fratrie que vous n'avez pas. Oui, mais vous la mettez à une position, n'oubliez pas qu'elle n'a pas été que cela. Parce que vous dites, vous la voyez plus que comme une sœur. Mais vous avez été quand même un couple d'amants au départ. Vous avez formé un couple. Alors après, vous l'avez mis dans cette position-là où la sexualité se passait en dehors du couple. Mais vous l'avez vécu bien. De toute façon, je ne sais pas comment elle l'a vécu. Elle se passait aussi dans le couple, mais d'une façon, je dirais, comment dire, très conventionnelle, si l'on peut dire. Et ça la satisfaisait suffisamment, du moins, pendant ce temps-là, pendant quand même plus de 10 ans, parce qu'elle s'occupait de sa vie professionnelle et elle a sans doute eu envie de faire quelque chose d'autre de sa vie, ce que je comprends très bien. Mais aujourd'hui, elle est en couple, cette femme? Je ne sais pas. Vous n'avez plus de contact du tout? Aucun. D'accord. Bon, donc en fait, vous voulez lui dire les épreuves par lesquelles vous êtes passé? Oui, en tant qu'ami, oui. Mais vous n'avez pas des amis autour de vous? Si, mais ils sont pour beaucoup à l'étranger. Mais le problème, il vient de là, c'est que vous êtes trop isolé. Oui, peut-être. Vous voyez, donc vous vous tournez vers elle parce que elle a compté, elle a représenté beaucoup, et donc vous dites c'est comme si elle, c'était votre famille. Mais c'est là où il y a peut-être une confusion. Maintenant, encore une fois, vous pouvez toujours la recontacter, mais vous avez une attente très particulière quand même vis-à-vis d'elle. Vous la recontactez pas comme, c'est-à-dire c'est pas très clair, je trouve, votre désir, parce que vous dites elle était fille unique, vous fils unique, c'est la sœur que j'ai pas eue, oui, mais enfin, il se trouve qu'à un moment vous avez quand même formé un couple. Donc lui demander aujourd'hui d'être ami, c'est-à-dire que la question elle se pose parfois au début parce qu'on a peur de perdre le lien, mais elle ne s'est pas posée à ce moment-là pour vous. Vous n'êtes pas dit on va rester amis, elle vous l'a pas proposé. Et parfois quand le temps passe, on se dit rester amis, est-ce que ça a un sens? Au départ, ça en a un pour celui qui est quitté ou pour celui qui quitte, parce que finalement, il n'y a pas trop le mauvais rôle, moins le mauvais rôle comme ça, il garde un lien, et puis celui qui est quitté, il garde l'espoir que ça peut revenir. Mais parfois, le temps passant, on se dit, est-ce que ça a vraiment un sens d'être amis? Oui, parce que être ami c'est même différent, c'est être sœur. C'était pas votre sœur. Et heureusement, parce que si ça avait été votre sœur, vous n'auriez pas couché ensemble. Oui, bien sûr, oui.
Oui, donc il y a eu un mélange des genres, oui. si on peut dire. Oui, et si vous voulez, peut-être qu'à un moment, ce qui lui convenait ne lui convient plus. Peut-être qu'elle a plus envie. C'est ce que j'essaie de dire. Elle peut ne plus avoir envie de ça. Or vous voulez vous replonger dans ça, qui est quand même très particulier. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous dire non, ne la recontactez pas, parce que de toute façon, vous êtes grand et vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Oui, bien sûr, je vous dis simplement, si vous vous sentez un peu fragile et que sachez que vous pouvez aussi prendre le risque de quelqu'un qui ne va pas vouloir à nouveau être mise dans ce rôle-là que vous voulez. Parce que c'est pas dire je recontacte cette personne, cette femme que j'ai aimée, et bon, à un moment, notre relation a évolué vers un côté frère et sœur, mais c'est comme ça, mais j'ai envie de savoir ce qu'elle devient. Non. Vous voulez la voir comme une sœur, mais dans les faits, vous la mettez dans un rôle qui n'est pas le sien, j'ai envie de dire. Oui, et ça ne sera jamais ma sœur. Ça ne sera jamais votre sœur, non. Je crois que c'est la conclusion. Merci en tout cas de votre appel. Bonne nuit. Au revoir Philippe. Au revoir. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. L'heure de retrouver les informations en compagnie de Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous.